Mamadou, un jeune Sénégalais de 28 ans vivant dans la banlieue populaire de Pikine, mène une existence marquée par la précarité. Travaillant comme manutentionnaire au port de Dakar, il nourrit de grands rêves qu'il n'a jamais pu concrétiser faute de moyens. Chaque soir, il s'échappe de sa routine en pariant de petites sommes sur des matchs de football, espérant un jour décrocher le jackpot. Pourtant, la chance ne semble jamais être de son côté. Un après-midi, alors qu'il flâne dans le marché de Sandaga à la recherche de bonnes affaires, il remarque un vieil homme assis dans un coin reculé, entouré d'objets usés et mystérieux. Parmi les babioles, un carnet en cuir noir attire son attention. Curieux, il interroge le vieil homme, qui lui confie que ce carnet contient des numéros capables de changer une vie, mais avec un avertissement cryptique, chaque gain a son prix. Sceptique mais intrigué, Mamadou accepte d'acheter le carnet pour une somme dérisoire. Une fois chez lui, il l'examine minutieusement. Les pages jaunies sont remplies de numéros soigneusement inscrits à la main, accompagnés de dates et de courtes phrases énigmatiques. Hésitant, il décide de tenter sa chance avec l'un des numéros lors du tirage de la loterie nationale. À sa stupéfaction, il gagne une somme importante dès son premier essai. L'excitation et l'incrédulité se mêlent en lui alors qu'il réalise la puissance du carnet. Cependant, une petite voix intérieure, écho des paroles du vieil homme, tente de le prévenir du danger potentiel. Ignorant ce pressentiment, Mamadou choisit de poursuivre son exploration, convaincu qu'il a enfin trouvé le moyen de changer sa destinée après sa première victoire. Mamadou est transporté par un sentiment d'euphorie qu'il n'a jamais connu. Avec ses gains, il rembourse les dettes qui le hantaient depuis des mois, achète des vêtements neufs et offre des cadeaux à sa famille. Pour la première fois, il ressent la liberté et le respect qu'apporte l'argent. Enivré par cette sensation, il décide de tenter sa chance une nouvelle fois en utilisant un autre numéro du carnet. Une fois de plus, la victoire est au rendez-vous, et les gains sont encore plus élevés. À chaque tirage, Mamadou se sent invincible, comme si le carnet était une bénédiction tombée du ciel. Les opportunités semblent infinies, et il commence à rêver de projets encore plus ambitieux, acheter un terrain, construire une maison pour sa famille et ouvrir un commerce prospère. Cependant, l'enthousiasme de Mamadou est bientôt terni par des cauchemars troublants. Chaque nuit, il rêve d'ombres silencieuses au visage flou qui le regardent fixement, leurs silhouettes se pressant autour de lui comme pour réclamer quelque chose. Ses rêves deviennent de plus en plus oppressants, le laissant épuisé et nerveux au réveil. Bien qu'il essaie de rationaliser ses visions comme le fruit de son imagination, une angoisse sourde commence à germer en lui. Les paroles du vieil homme lui reviennent sporadiquement à l'esprit, mais il choisit de les ignorer, aveuglé par la promesse d'une vie meilleure. Pour Mamadou, renoncer au carnet est inconcevable. Il se persuade qu'il contrôle encore la situation et que ses visions ne sont que des illusions sans conséquences réelles. En quelques semaines, la vie de Mamadou prend un tournant spectaculaire. Avec chaque numéro tiré du carnet, il remporte des gains toujours plus impressionnants. Grâce à cette nouvelle richesse, il s'offre une voiture neuve et emménage dans un appartement luxueux au cœur de Dakar, loin du quartier modeste de Pikine. Ses anciens voisins, stupéfaits par son ascension soudaine, murmurent qu'il a dû faire appel à un marabout puissant ou tomber sur une chance miraculeuse. Mamadou, de son côté, se délecte de sa nouvelle vie. Il fréquente désormais des cercles de riches entrepreneurs et est invité à des événements où il n'aurait jamais imaginé être accepté. Malgré cela, il commence à sentir une distance croissante entre lui et son entourage. Ses amis d'enfance, intimidés par sa réussite, se font rares, tandis que sa famille, bien qu'heureuse de ses largesses, semble inquiète de la rapidité de son changement. Malgré ce succès apparent, une ombre plane sur son esprit. Les cauchemars deviennent plus fréquents, prenant une tournure encore plus dérangeante. Il rêve désormais de silhouettes qui le poursuivent dans des ruelles sombres, leurs mains tendues vers lui comme pour réclamer quelque chose. Ces nuits agitées commencent à affecter son quotidien. Mamadou se surprend à voir des ombres fugaces dans les coins de son appartement ou à entendre des murmures indistincts lorsqu'il est seul. Il tente de rationaliser ses expériences, se persuadant que le stress de gérer sa nouvelle richesse en est la cause. Pourtant, au fond de lui, il ne peut s'empêcher de repenser aux avertissements du vieil homme. Mais plutôt que de s'arrêter, il s'enfonce davantage, utilisant le carnet pour tenter de se rassurer, croyant que plus de richesse lui apportera la paix qu'il cherche. Un matin,
Alors qu'il savoure son café dans son nouvel appartement, Mamadou reçoit un appel de sa jeune sœur, Awa. Sa voix tremblante lui annonce que leur mère, Mariama, est tombée gravement malade durant la nuit. Paniqué, Mamadou se précipite à l'hôpital. Sur place, les médecins semblent incapables de diagnostiquer la maladie mystérieuse qui ronge Mariama. Son état se dégrade rapidement, et elle reste dans un état semi-comateux, murmurant des mots incohérents. Mamadou passe des heures à son chevet, priant pour son rétablissement. Entre deux murmures indistincts, il distingue une phrase qui glace son sang, « Chaque gain, un prix à payer ». Ces mots rappellent immédiatement les paroles du vieil homme et laissent Mamadou dans un état de confusion et de terreur. À mesure que l'état de Mariama empire, Mamadou est assailli par une profonde culpabilité. Il se demande si ces gains miraculeux ne sont pas liés à la souffrance de sa mère. Malgré cela, il n'arrive pas à abandonner le carnet. Il continue de parier, cherchant désespérément une solution pour sauver sa mère tout en préservant sa nouvelle vie. Chaque numéro qu'il utilise lui rapporte de l'argent, mais les murmures dans ses rêves et les ombres dans ses cauchemars deviennent de plus en plus oppressants. Mamadou se retrouve pris entre deux mondes, celui du succès matériel qu'il a toujours désiré et celui des conséquences invisibles qui commencent à dévorer tout ce qu'il aime. Alors que la santé de sa mère se détériore, Mamadou décide de chercher des réponses. Il retourne au marché de Sandaga dans l'espoir de retrouver le vieil homme qui lui a vendu le carnet. Cependant, en arrivant sur place, il découvre que l'étal où il l'avait rencontré n'existe plus. Les marchands voisins, interrogés, affirment n'avoir jamais vu un homme correspondant à sa description. Frustré mais déterminé, Mamadou explore d'autres marchés et quartiers de Dakar, mais ses efforts restent vains. Chaque porte qu'il frappe semble le mener à un mur. Les ombres de ses cauchemars commencent alors à se manifester dans la réalité, il ressent des présences dans son dos, entend des chuchotements indistincts et a l'impression constante d'être suivi. De retour chez lui, il se plonge dans le carnet, espérant y trouver des indices sur son origine. Il remarque que certaines pages portent des symboles étranges qu'il n'avait pas remarqués auparavant. Les phrases cryptiques associées aux numéros prennent soudain un sens sinistre, une vie pour une autre, les dettes se paient dans le sang, rien n'est gratuit. Ces découvertes plongent Mamadou dans un profond malaise. À mesure qu'il avance dans le carnet, les numéros restants semblent de moins en moins nombreux, comme si chaque victoire retirait un morceau de son âme. Malgré ces révélations, il n'arrive pas à abandonner sa quête de richesse, convaincu qu'il peut contourner le prix à payer s'il parvient à en comprendre les règles. Les nuits de Mamadou deviennent de véritables supplices. Les ombres de ses rêves prennent désormais une forme tangible, et il commence à reconnaître certains visages parmi elles, des voisins disparus, un collègue décédé, et même d'anciens amis qu'il n'a pas vus depuis longtemps. Ces apparitions ne font que renforcer son sentiment de culpabilité, même s'il refuse encore de l'admettre pleinement. Une nuit, il se réveille brusquement et aperçoit, dans un coin de sa chambre, une silhouette immobile, fixant son lit. Il allume la lumière dans un mouvement paniqué, mais ne trouve personne. Cet incident marque le début d'une série d'événements troublants, des objets changent de place, des bruits de pas résonnent dans son appartement vide, et une sensation oppressante l'accompagne partout où il va. Mamadou commence à perdre le sommeil, avec lui, la capacité de penser clairement. Il se confie à un ami d'enfance, Cheikh, qui travaille comme imam dans leur quartier d'origine. Cheikh l'écoute attentivement, mais ses conseils spirituels n'apportent aucun répit. « Tu joues avec des forces qui te dépassent », lui dit-il, en lui conseillant de se débarrasser du carnet. Mais Mamadou est incapable de lâcher cet objet qui lui a tant donné. La peur et l'obsession le maintiennent dans un état d'incertitude paralysant. Il commence à comprendre que chaque numéro tiré ne fait que l'enfoncer davantage dans un piège qu'il ne sait comment défaire. Pourtant, il ne peut s'empêcher d'y retourner, comme un homme attiré par le feu malgré le risque de brûlure. Un soir, alors qu'il rentre d'une soirée mondaine, Mamadou reçoit un appel urgent de son frère cadet, Samba. Leur mère, Mariama, est tombée dans un état critique. En arrivant à l'hôpital, il découvre que les médecins sont impuissants face à une maladie qu'ils qualifient d'inexplicable. Mariama, à demi consciente, murmure des prières, mais son regard semble empli d'une douleur indicible. Mamadou reste à son chevet toute la nuit, rongé par la culpabilité et la peur. Il sait au fond de lui que l'état de sa mère est lié à ses gains miraculeux, mais il ne peut se résoudre à le dire à sa famille.
Samba, inquiet par son comportement distant, lui demande s'il cache quelque chose. Mamadou, pris de panique, nie tout en bloc, mais ses yeux trahissent un secret plus lourd qu'il ne peut porter. Au matin, Mariama rend son dernier souffle. Mamadou est dévasté, incapable d'accepter la perte de celle qui était le pilier de sa vie. Pendant les funérailles, il remarque à nouveau ces ombres silencieuses dans la foule, des visages flous qui semblent l'observer avec insistance. Alors que les prières se terminent, une vieille femme inconnue s'approche de lui. Elle lui chuchote une phrase glaçante, le carnet réclame toujours ce qui lui revient. Avant qu'il ne puisse répondre, elle disparaît parmi les invités. Mamadou comprend alors que le carnet exige des sacrifices, et qu'il ne pourra jamais échapper à cette dette impitoyable. Pourtant, une part de lui refuse d'accepter cette fatalité, cherchant désespérément un moyen d'inverser le cours des choses. Déterminé à comprendre les origines du carnet et à rompre son lien maudit, Mamadou se lance dans une quête acharnée. Il décide de retourner dans son village natal, situé à l'intérieur du pays, pour consulter un marabout respecté, Serigne Abdou. Ce dernier, réputé pour sa sagesse et sa maîtrise des forces mystiques, écoute attentivement l'histoire de Mamadou. En examinant le carnet, Serigne Abdou adopte une expression grave. Il lui révèle que cet objet est un artefact ancien, créé par un sorcier puissant pour piéger les âmes cupides. Chaque numéro utilisé tisse un lien entre le propriétaire et le monde des esprits, exigeant un tribut en échange de la richesse. « Tu as ouvert une porte que tu ne peux refermer seul », avertit le marabout. Cependant, Serigne Abdou propose une solution, un rituel complexe qui pourrait briser le lien entre Mamadou et le carnet, mais à un coût personnel élevé. Le marabout lui explique qu'il devra renoncer à tout ce qu'il a gagné grâce au carnet, mais aussi offrir un sacrifice personnel qui touchera son cœur. Mamadou hésite, tiraillé entre son désir de liberté et sa peur de tout perdre. Serigne Abdou lui laisse 3 jours pour réfléchir, précisant que plus il attendra, plus les ombres réclameront leur dû. Mamadou retourne à Dakar avec un sentiment d'urgence, mais aussi une angoisse croissante. Chaque décision semble le rapprocher de la vérité, mais aussi d'un danger qu'il ne peut plus ignorer. De retour à Dakar, Mamadou est hanté par les paroles de Serigne Abdou. Le carnet, qui était auparavant une source de fascination, devient un objet d'horreur. Cependant, l'idée de renoncer à toute sa richesse et de sacrifier ce qu'il aime le plus le remplit de terreur. Les ombres dans son appartement deviennent plus oppressantes, et chaque nuit, il rêve de visages familiers qui l'accusent silencieusement. Ces visions, bien que fantomatiques, paraissent plus réelles à chaque instant. Dans l'un de ses cauchemars, il voit sa mère, Mariama, lui tendre la main, mais lorsqu'il essaie de l'atteindre, elle disparaît dans une épaisse fumée noire. Le lendemain, alors qu'il tente de travailler, Mamadou reçoit un appel étrange. Une voix rauque, indéfinissable, lui rappelle calmement qu'il ne lui reste que peu de temps pour payer sa dette. Terrifié, il décroche le carnet et contemple les numéros restants. Il sait qu'il pourrait encore parier et continuer à gagner, mais il sent que chaque utilisation du carnet le rapproche davantage d'un point de non-retour. Confronté à ce dilemme, il décide de contacter son frère Samba, espérant trouver du réconfort. Samba, ignorant le secret de Mamadou, l'encourage à faire face à ses démons, sans savoir qu'il parle littéralement. Ces mots résonnent profondément en Mamadou, le poussant à envisager sérieusement l'offre du marabout. Mamadou retourne voir Serigne Abdou au bout des 3 jours, le cœur lourd mais résolu. Le marabout lui explique les étapes du rituel. Mamadou devra non seulement renoncer à tout ce qu'il a gagné, mais également offrir un objet symbolique lié à l'être qu'il chérit le plus. Mamadou pense immédiatement à une vieille écharpe que sa mère portait souvent. Cette écharpe, imprégnée de son parfum et de ses souvenirs, représente l'amour inconditionnel de Mariama. Serigne Abdou l'avertit une dernière fois, le rituel pourrait ne pas réussir si Mamadou doute ou refuse de se défaire de son attachement au carnet et à ses biens. Au coucher du soleil, le marabout commence le rituel. Mamadou, tenant l'écharpe dans ses mains tremblantes, récite les incantations guidées par Serigne Abdou. À mesure que les chants s'élèvent, des ombres surgissent de la pièce, tourbillonnant autour d'eux comme une tempête vivante. Les murmures des esprits deviennent assourdissants, et Mamadou a l'impression que son âme est tirée dans toutes les directions. À l'apogée du rituel, Serigne Abdou ordonne à Mamadou de jeter le carnet dans le feu sacré. Mais au moment critique, Mamadou hésite, son esprit envahi par le doute.
Les ombres hurlent, et tout semble s'arrêter dans un silence glacial. L'hésitation de Mamadou provoque une explosion d'énergie dans la pièce. Les ombres se resserrent autour de lui, et une force invisible semble vouloir l'arracher au sol. Serigne Abdou, malgré son expérience, chancelle sous la pression des esprits. Mamadou, fais-le maintenant, crie le marabout, sa voix résonnant comme un écho dans l'air chargé. Mamadou, les mains tremblantes, sent le poids du carnet devenir insupportable, comme s'il était rempli de toutes les vies qu'il a indirectement sacrifiées. Finalement, avec un cri mêlé de peur et de rage, il jette le carnet dans les flammes. Le feu s'embrase instantanément, illuminant la pièce d'une lumière aveuglante. Les ombres hurlent de douleur et se dissipent lentement, comme si elles étaient aspirées par le carnet qui brûle. Mamadou s'effondre au sol, épuisé et en larmes. Serigne Abdou, visiblement soulagé, murmure des prières de remerciement. C'est fait, dit-il doucement, posant une main rassurante sur l'épaule de Mamadou. Cependant, le marabout l'avertit que la libération n'est pas totale, bien qu'il ait rompu son lien direct avec le carnet, les conséquences de ses actions passées continueront de le hanter. Mamadou quitte la maison de Serigne Abdou avec un mélange de soulagement et d'appréhension. De retour à Dakar, Mamadou découvre que tout ce qu'il avait gagné grâce au carnet a disparu, ses comptes bancaires sont vides, sa voiture de luxe a été saisie, et sa maison, autrefois imposante, semble abandonnée. Il retourne vivre dans le petit appartement qu'il avait avant sa soudaine richesse. À mesure qu'il tente de reconstruire sa vie, il réalise que ses anciens amis et partenaires d'affaires l'ont abandonné. Il comprend alors que ses richesses n'avaient attiré que des opportunistes. Cette solitude forcée le pousse à réfléchir sur ses choix et sur la manière dont l'avidité l'a aveuglé. Malgré la perte de tout ce qu'il possédait, Mamadou trouve un étrange sentiment de paix en vivant modestement. Il commence à fréquenter régulièrement la mosquée et à participer aux activités communautaires de son quartier. Cependant, des souvenirs du carnet continuent de l'assaillir. Parfois, il croit apercevoir les ombres dans des coins sombres, ou entendre des murmures lorsqu'il est seul. Bien qu'il sache qu'il a échappé au pire, une partie de lui reste hantée par la culpabilité et les vies qu'il a indirectement sacrifiées. Ces souvenirs le poussent à chercher un moyen de se racheter et de trouver une véritable rédemption. Mamadou décide de consacrer sa vie à aider les autres en espérant atténuer le poids de sa culpabilité. Avec les quelques économies qu'il lui reste, il commence à financer des repas pour les enfants des rues de Dakar. Il se lie d'amitié avec un groupe de bénévoles locaux, qui l'accueillent sans poser de questions sur son passé. Ces gestes de générosité lui apportent un semblant de paix intérieure, bien qu'il continue d'être tourmenté par les souvenirs des ombres et des vies perdues. Chaque fois qu'il voit un enfant sourire grâce à ses actions, il se sent un peu plus léger, comme si une partie de son âme se libérait. Un jour, alors qu'il distribue des repas dans un quartier défavorisé, une vieille femme voilée s'approche de lui. Elle le fixe intensément avant de prononcer une phrase énigmatique. Les esprits observent, mais ils pardonnent à ceux qui réparent. Mamadou, surpris, tente de lui demander ce qu'elle veut dire, mais elle disparaît dans la foule avant qu'il puisse obtenir une réponse. Cette rencontre mystérieuse ravive son désir de comprendre les forces invisibles qui l'ont tourmenté. Il décide de retourner voir Serigne Abdou pour obtenir des conseils sur la manière de se libérer complètement de cette emprise spirituelle. Lorsqu'il arrive chez Serigne Abdou, Mamadou est accueilli avec une grave inquiétude. Le marabout lui explique que bien qu'il ait rompu le lien direct avec le carnet, les esprits qui l'entouraient ne disparaîtront complètement que lorsqu'il aura réparé tout le mal causé. Tu dois rendre justice aux âmes errantes qui ont souffert à cause de tes actions, déclare Serigne Abdou. Mamadou, déterminé à en finir, accepte de suivre les instructions du marabout, bien qu'il ignore ce que cela impliquera réellement. Le marabout lui confie une amulette et lui demande de retourner dans les lieux où il a utilisé le carnet pour parier. Ces endroits, explique-t-il, sont marqués par une énergie spirituelle négative qu'il devra purifier. Mamadou commence par revisiter les bars, les kiosques à loterie et les stades où il avait dépensé ses gains. À chaque visite, il exécute les rituels prescrits par Serigne Abdou, récitant des prières et laissant des offrandes. Bien qu'il ressente une certaine amélioration, les ombres persistent à le suivre, rappelant qu'il reste encore des dettes spirituelles à régler. Mamadou comprend alors qu'il ne s'agit pas uniquement d'un effort spirituel, mais aussi d'une réparation morale et sociale.
Après plusieurs semaines de rituels et de réparations, Mamadou commence à douter de sa capacité à échapper aux ténèbres qui le poursuivent. Malgré ses efforts sincères pour racheter ses erreurs, les ombres ne semblent pas vouloir le lâcher. Un soir, alors qu'il est seul dans son appartement, il ressent une présence étrange, comme une lourde pression dans l'air. Des murmures familiers semblent flotter autour de lui, et une silhouette sombre apparaît dans l'ombre de la pièce. C'est la silhouette d'un homme qu'il ne reconnaît pas immédiatement, mais ses yeux brillants lui rappellent étrangement les visages qu'il avait vus dans ses cauchemars. Cette apparition est l'ultime épreuve de Mamadou. L'homme mystérieux lui parle dans une langue qu'il ne comprend pas, mais les émotions qu'il ressent sont claires, il est l'un des âmes perdues qu'il a laissées derrière lui. Mamadou se rend compte que pour se libérer définitivement, il doit faire face à l'essence même de ce qu'il a fait. Il doit accepter la douleur qu'il a causée et la douleur qu'il ressent lui-même. L'homme s'approche de lui, et dans un dernier acte de rédemption, Mamadou ferme les yeux et offre une prière sincère. En prononçant des mots qu'il n'a jamais dits auparavant, il demande pardon à toutes les âmes qu'il a trahies, à tous ceux qu'il a laissés derrière. Lorsque Mamadou ouvre les yeux, la silhouette a disparu, et la pression dans l'air se dissipe. Les ombres, qu'il avait hantées si longtemps, semblent s'évaporer dans la lumière de l'aube. Mamadou, épuisé mais apaisé, ressent une transformation profonde en lui. Il a reconnu ses fautes, il a réparé ce qui pouvait l'être, mais il sait que la véritable rédemption réside dans l'acceptation de son passé et dans la volonté d'avancer sans se laisser submerger par la culpabilité. Les semaines qui suivent marquent un nouveau départ pour Mamadou. Il continue son travail de bénévolat, mais cette fois avec une conviction et une sérénité qu'il n'avait jamais ressenties auparavant. Il comprend enfin que la paix ne vient pas seulement de l'oubli, mais de la capacité à vivre avec les leçons du passé, en les utilisant pour faire le bien. La petite maison qu'il a reconstruite devient un lieu de partage, où il invite ceux qui ont souffert à se retrouver, loin des ténèbres et des malédictions du passé. Les esprits, qu'ils soient visibles ou invisibles, ont trouvé leur repos, et Mamadou, quant à lui, commence à trouver la sienne.